Bonjour. Avant d'oublier, je vais faire un petit salut à mes collègues de Grenoble et aux doctorants auprès desquels cette série de cours et de séminaires est retransmise. Dans ce séminaire, je vais approfondir certaines notions qui avaient été abordées par Serge Abitboul dans son cours du 28 mars dernier sur le web sémantique. Et je vais me concentrer sur un des aspects essentiels pour la mise en œuvre du web sémantique qui porte sur les techniques de raisonnement automatique sur la sémantique des données du web. Alors, je vais d'abord donner le contexte global en donnant une image de l'évolution du web à partir du web qu'on connaît tous, du web actuel, qui est un web de documents, où l'information est donnée sous forme textuelle dans des pages web, vers le web des données, où l'information est structurée sous forme de faits décrits dans le format RDFS, jusqu'au web des connaissances, fondé sur les standards du web sémantique, dont par exemple le langage OWL, Ontology Web Language, où la sémantique des données est rendue explicite à l'aide de contraintes sémantiques qui sont décrites dans ce qu'on appelle des ontologies. Alors, le web actuel, on le connaît tous, on l'utilise tous les jours. On sait qu'il y a des milliards de pages web interconnectées entre elles. Le web de données est vraiment en train d'émerger au travers de systèmes tels Yago, DBpedia et l'initiative Linkdata, dont a parlé Gérard Weikom dans son séminaire il y a 15 jours, et où, à l'heure actuelle, il y a des centaines de millions et des milliards, même des milliards, de faits en format RDF qui sont actuellement sur le web. Et le web des connaissances, c'est vraiment, le web sémantique, c'est vraiment l'étape l'étape suivante qui va arriver très vite, comme l'atteste le développement très rapides de nombreuses ontologies de domaines variés et d'algorithmes pour faciliter l'accès aux données en présence d'ontologies. Alors, je vais illustrer les principales différences entre ces visions du web par un exemple. Donc, supposons qu'un utilisateur soit intéressé par savoir quels sont les scientifiques nés en Europe qui ont reçu un prix Nobel. S'il s'adresse au web actuel, il va traduire la requête qu'il a dans sa tête par des requêtes mots-clés qu'il va fournir à des moteurs de recherche tels Google ou Yahoo. Et là, par exemple, il va taper les mots scientifiques, virgule, né en Europe, virgule, prix Nobel, par exemple, ou leur équivalent en anglais. Et le résultat qu'il va obtenir de Google ou de Yahoo, par exemple, va être un ensemble ordonné de pages web susceptibles de contenir des éléments de réponse de sa requête du fait que ces pages contiennent les mots-clés qu'il a donnés dans sa requête. Alors, on sait tous très bien que certaines de ces pages web contiennent des informations très utiles, des réponses à la requête, mais peuvent aussi contenir des fausses réponses. Par exemple, la première page web retournée par Google à cette requête mot-clé contient comme chaîne de caractères, contient comme nom de personne Alfred Nobel. Alors, ce n'est pas complètement farfelu, c'est effectivement en lien avec la requête, mais Alfred Nobel n'a pas reçu le prix Nobel. Donc, bien évidemment, dans des pages suivantes, il y aura des réponses qu'on va trouver comme Albert Einstein, Marie Curie, qui sont des réponses exactes, mais aussi Albert Camus, qui, ce n'est pas non plus farfelu de trouver Albert Camus dans des pages web relatives à cette réponse, mais ce n'est pas une réponse correcte à la requête initiale de l'utilisateur, à la demande précise de l'utilisateur. Donc ça veut dire, on le sait tous, qu'il faut trier les réponses qu'on obtient. Déjà, il faut les extraire manuellement ou à l'aide d'outils automatiques, puis il faut les trier pour trier les réponses vraies des réponses bonnes. Or, quand on pose une question, on a envie d'avoir des réponses correctes. Si l'utilisateur s'adresse au web des données, au web des connaissances, il va d'abord avoir accès à un vrai langage de requête qui va lui permettre d'exprimer sa demande de façon beaucoup plus précise et non ambiguë, à l'aide, par exemple, du langage de requête SPARQL, et il va obtenir, par évaluation à l'aide d'un moteur de requête SPARQL, donc d'un système implémenté, d'un algorithme, il va obtenir des réponses correctes.
ça c'est garanti, en fonction évidemment du contenu de l'entrepôt de données RDFS, qui peut par exemple être IAGO, qui, comme vous l'a expliqué Gérard Weicom, peut être vu comme une forme structurée de l'information de Wikipédia sur des entités nommées. Et donc là, par exemple, on va obtenir, je vais peut-être utiliser le pointeur, on va obtenir la réponse Marie Curie, tout simplement parce qu'il y a une correspondance exacte entre les éléments de la requête et les faits qui sont stockés dans la base de données. Par contre, il ne va pas trouver comme réponse, un moteur de requête Sparkle standard ne va pas trouver comme réponse Albert Einstein. Pourtant, il y a toutes les informations contenues dans l'entrepôt de données. Simplement, il ne va pas pouvoir mettre en correspondance cette partie de la requête qui cherche quelqu'un qui est une instance de la classe des scientifiques, alors que dans la base de données qu'il a, il a effectivement que l'entité Albert Einstein est une instance de la classe des physiciens. Il a aussi l'information qui lui dit que la classe des physiciens est une sous-classe des scientifiques, simplement, il n'a pas les moyens de faire l'inférence que de ce fait, Einstein étant déclaré comme une instance de la classe des physiciens et que la classe des physiciens étant une sous-classe des scientifiques, Einstein est un scientifique et répond partiellement à cette partie de la requête. Et il ne pourra pas non plus inférer, à partir des faits qu'il a, du lieu de naissance d'Einstein qui est Ulm, qui est une ville localisée en Allemagne et l'Allemagne étant déclarée, donc on a tous les faits étant une partie de l'Europe, il ne va pas pouvoir inférer que Einstein est né en Europe, malgré les faits qui sont présents dans la base de données. Il lui manque juste d'avoir des capacités de raisonnement, des capacités d'inférence. Et c'est précisément la différence avec le web des connaissances qui combine les moteurs de requête Sparkle avec du raisonnement et là va pouvoir inférer qu'Albert Einstein est une réponse. Donc c'est utile et c'est même nécessaire pour obtenir toutes les réponses à la requête. Alors, dans la réalité, les différentes visions du web que j'ai illustrées par cet exemple ne s'opposent pas du tout. Au contraire, ils correspondent à une vision tout à fait cohérente de tout le web, et il faut voir ça vraiment comme un enrichissement du web actuel, et tout ça tout simplement parce que les pages web qui contiennent du contenu textuel sont identifiées par ce qu'on appelle des URL, hein, c'est leur adresse, URL, HTTP, etc. Et donc, il est très simple d'enrichir le web actuel en déclarant associés à ces URL des métadonnées en RDFS. On obtient alors le web des données qui enrichit le web actuel. Et si maintenant on rajoute une couche de connaissances, on rajoute des contraintes sémantiques sur les métadonnées sous la forme d'ontologie, on obtient alors le web des connaissances. Donc, sur quoi j'ai voulu insister dans l'exemple précédent? Eh bien, c'est que pour répondre à des requêtes sur le web des connaissances de façon correcte et complète, eh bien, il faut avoir des capacités d'inférence. Il faut donc doter des algorithmes de réponse aux requêtes de capacités de raisonnement. En effet, comme on l'a vu, les contraintes, la connaissance qu'on rajoute peuvent être vues comme des contraintes sur un domaine qui peuvent être utilisées comme des règles déductives qui vont nous permettre d'inférer de nouveaux faits qui vont nous permettre d'inférer des réponses qui, sans ces inférences, n'auraient pas pu être obtenues, comme Albert Einstein dans mon exemple. Alors, la petite subtilité que je n'ai pas illustrée dans mon exemple, c'est que certains de ces faits inférés peuvent être partiellement connus. Donc, on va inférer des connaissances, mais l'information peut rester incomplète, mais malgré tout, peut être suffisante pour répondre à des requêtes de façon tout à fait précise. Alors là, je vais illustrer ce point-là sur un exemple en m'inspirant d'un domaine d'application qu'avait déjà utilisé Serge dans plusieurs de ses cours, sur le domaine qu'on connaît bien, hein, des universités, des enseignants, des étudiants et des cours.
Donc voilà un exemple d'une contrainte qui est une contrainte sémantique sur le domaine, sur ce domaine-là, qui dit par exemple que tout professeur doit enseigner dans au moins un cours de master. Donc ça, voilà, c'est en français ou en anglais plutôt. Et ici, c'est la traduction par une règle, par une formule de la logique des prédicats du premier ordre. Donc à partir de cette règle-là, et des faits précis que je peux savoir sur un individu, par exemple Dupont, je sais qu'il est professeur, ce qui s'écrit ici en RDF par ce triplet, Dupont type professeur, eh bien je vais pouvoir inférer de nouveaux faits incomplets au sens suivant, c'est-à-dire je vais pouvoir inférer que Dupont enseigne dans un certain cours V, sur lequel je n'ai pas beaucoup d'informations, je sais juste que c'est un cours de master, et ce qui se traduit, ce qui peut s'écrire en notation RDF par ce qu'on appelle des triplets avec des nœuds blancs. Alors, un autre intérêt des techniques de raisonnement automatique, c'est de pouvoir, Serge l'a mentionné dans son cours juste précédemment, de détecter, de mettre en évidence des contradictions sur le web. Donc, c'est très important de pouvoir détecter des incohérences sur le web pour après, éventuellement, soit les corriger, soit faire avec, soit être conscient les isoler. Alors, donc, les techniques de raisonnement automatique sont des outils aussi très utiles pour vérifier la cohérence d'informations et, en particulier, et surtout détecter s'il y a des contradictions. Là, les axiomes qu'on déclare, les contraintes qu'on déclare dans l'ontologie, certaines en tout cas d'entre elles, sont utilisées comme ce qu'on appelle des contraintes d'intégrité en base de données. Et j'insiste sur le fait que, par exemple, dans le web des données, on ne peut pas détecter d'incohérence parce que le langage RDFS ne contient pas de contraintes d'intégrité, ne permet pas d'exprimer des contraintes d'intégrité, ne permet pas d'exprimer des formes de négation. Donc pour cela, il faut rajouter des connaissances, des contraintes, comme par exemple, ce n'est que des exemples, que la classe des professeurs et la classe des lecturers sont des classes disjointes, par exemple. Ce qui se traduit ici par cette règle qui dit que pour tout x, si x est un professeur, alors il ne peut pas être un lecturer. Donc ici, on voit qu'on introduit une forme de négation. Notre exemple, c'est par exemple qu'un cours doit avoir au moins un responsable. Une autre donc qui se traduit ici par cette formule logique. Une autre contrainte, par exemple, notre exemple, c'est qu'un cours de master ne peut être enseigné que par un seul enseignant. Ou encore, que seuls les professeurs peuvent être responsables de cours dans lequel alors ils doivent enseigner, qui se traduit ici par cette règle qui dit que pour tout x, pour tout y, si x est un cours, si y est responsable de x, alors y est professeur et il enseigne dans x. Alors la petite subtilité, c'est qu'une fois qu'on a ces connaissances, elles peuvent être utilisées pour faire des inférences, et en particulier détecter des incohérences, mais que ça peut nécessiter un raisonnement assez complexe qui peut mettre en jeu des règles déductives, des contraintes, des faits. Un exemple, donc supposons que j'ai déclaré ces contraintes dans mon ontologie, en logique ou en logique de description, peu importe, et que je sache des faits précis qui sont stockés dans mon entrepôt de données. Par exemple, je sais que Jim est un lectureur, je sais qu'il enseigne dans le cours UE 431, et ce cours, je sais que c'est un cours de master. Si je sais en plus que j'ai une règle très simple qui dit que simplement la classe des cours de master est une sous-classe de la classe générale des cours, ces faits-là, plus cette règle, plus ces contraintes-là, mènent à une incohérence, et ça ne saute pas aux yeux. Et pourtant, elle est bien réelle. Ça ne saute pas aux yeux parce que ça nécessite de raisonner, par exemple, à partir de ce fait-là. UE 431 étant un cours de master, c'est un cours. Un cours doit avoir un responsable. Doit avoir un responsable. Ce responsable doit être un professeur. Ça, c'est cette règle-là qui me le dit. Et dès lors, je sais que ce professeur-là, qui est responsable de ce cours UE 431, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est nécessairement différent de Jim du fait que
Jim est un lectureur et qu'il ne peut pas donc être professeur. Donc je sais que ce responsable de Secours UE 431, je ne le connais pas, je sais mais qu'il est différent de Jim et qu'il enseigne ce même cours. Or, un cours de master ne peut avoir qu'un seul enseignant. Donc, j'ai une contradiction bien réelle, mais elle nécessite donc un raisonnement et toute la difficulté va être de mécaniser, de systématiser ce que je viens de vous expliquer comme ça avec les mains ou avec le pointeur dans des algorithmes. Donc, du coup, il s'agit de concevoir des algorithmes de raisonnement automatique. Alors, le problème de raisonnement automatique n'est absolument pas nouveau et ne se pose pas uniquement avec le web des connaissances. C'est un problème qui a été étudié depuis très très longtemps, principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis près de 50 ans. De sorte qu'on a actuellement on bénéficie de nombreux résultats de décidabilité de complexité, qui sont le résultat de ces dizaines d'années de recherche. On a également de nombreux algorithmes d'inférence et des systèmes implémentant ces algorithmes d'inférence. Donc, le point important qui résume bien tous les travaux qui ont été faits, c'est que la logique du premier ordre, donc c'est un langage formel qui existe depuis très longtemps, d'abord inventé par les philosophes et les mathématiciens. C'est tout à fait approprié pour modéliser des connaissances, mais le problème, c'est que c'est un résultat négatif de l'informatique théorique, un résultat fondamental qui est un résultat négatif qui date, je pense, des années 50 ou début des années 60, c'est que la logique du premier ordre dans sa totalité n'est pas décidable. Ça veut dire qu'il n'existe pas d'algorithme qui, si on lui donne en entrée deux formules quelconques de la logique du premier ordre, est capable de déterminer si l'une implique l'autre. Donc, fondé sur ce résultat négatif, eh bien, qu'est-ce que tous les chercheurs en intelligence artificielle ont essayé de faire? Eh bien, de jouer un jeu qui est de trouver des restrictions pour trouver des fragments décidables de la logique du premier ordre qui soient suffisamment expressifs pour modéliser de la connaissance ou des contraintes utiles pour des domaines d'application variés. Les logiques de description sont le résultat, avec d'autres, mais les logiques de description sont le résultat de ces travaux. Ce sont des formalismes et toute une famille de langages logiques à base de classes pour lequel le raisonnement est décidable et qui est étudié depuis près d'une vingtaine d'années. Donc, on a des algorithmes pour raisonner sur des contraintes logiques parfois complexes, mais la restriction, c'est qu'on travaille sur des prédicats unaires ou binaires. Les prédicats unaires, ce sont les classes, les prédicats binaires, ce sont les propriétés ou les relations qu'il y a entre ces classes. Or, c'est exactement ce dont on a besoin pour modéliser des ontologies. Donc, c'est exactement ce dont on a besoin pour le web sémantique. Et de fait, les constructeurs du langage, du standard recommandé par le W3C pour décrire les ontologies, le langage Hall, est fondé, en fait, viennent ces constructeurs des logiques de description, et ils viennent avec une analyse très fine de complexité algorithmique du raisonnement, du problème de raisonnement associé, et parfois avec des résultats surprenants, contre-intuitifs, on va dire. Par exemple, la logique de description ALC, que je ne vais pas décrire en détail, simplement tous les exemples que j'ai pris précédemment s'expriment dans cette logique-là. Voilà un autre exemple qui fait apparaître que cette logique contient sous sa forme, contient le connecteur logique OU. Alors, je donne ici, pour faire plaisir à Serge, la syntaxe horrible des logiques de description. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais pour l'aider un petit peu, je lui donne la formule en logique du premier ordre. Là, tu dois tout comprendre. Donc, le résultat surprenant, c'est que cette logique qui est donc décidable et qui permet d'exprimer des choses assez naturelles et assez simples, eh bien, le raisonnement dans cette logique est expand complet. Donc, il est dans une classe de complexité qui fait que n'importe quel algorithme d'inférence qui est correct et complet pour raisonner sur ALC et donc sur Hall, en fait, peut prendre un temps, peut prendre dans le cas le pire, un temps exponentiel, ça veut dire un temps qui croît de façon exponentielle avec la taille de la base de connaissances. Alors tout ça, ça rend évidemment inutilisable
la totalité de cette logique pour le passage à l'échelle du web, bien évidemment, à cause de ces résultats de complexité. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On joue le même jeu. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des restrictions sur les constructeurs logiques qu'on va se donner le droit d'utiliser, sur les axiomes qu'on va se donner le droit de déclarer pour faire partie de l'ontologie, de façon à obtenir des logiques de description plus simples que ALC, pour lesquelles le raisonnement est garanti d'être dans la bonne classe de complexité, est garanti d'être polynomial, ce qui, en pratique, permet d'appliquer ces algorithmes-là sur des bases de connaissances de grande taille. Alors, le résultat, ça c'est des travaux récents, justement inspirés par le web des connaissances, par contre, par le web sémantique. Ce sont des travaux récents qui ont donné lieu, en fait, à deux familles de logiques de description qui ont cette bonne propriété, donc la famille EL et la famille DL-Lite, et qui sont incomparables, qui sont différentes, qui sont des fragments décidables, des fragments différents, incomparables, mais qui ont des pouvoirs d'expression utiles pour modéliser des contraintes, en particulier les contraintes qu'on a envie d'exprimer sur des données, et en particulier pour DL-Lite. Donc c'est pour ça que je vais donner un petit aperçu de DL-Lite, parce que je trouve que c'est un très bon compromis en termes de pouvoir d'expression et de complexité, et parfaitement adapté à répondre à des requêtes ou à détecter des incohérences sur des données de grande taille. Donc c'est la complexité des données ici qui est visée d'être la même que pour les bases de données traditionnelles. Et ça capture les principales contraintes qu'on a envie d'exprimer, qu'on exprime de manière usuelle en base de données et en génie logiciel. Ça étend le langage RDFS et ça a une propriété très intéressante pour passer à l'échelle de millions ou milliards de données, c'est que cette famille-là est conçue pour faire en sorte que le calcul des réponses à une requête puisse se faire par reformulation, en reformulant la requête en une requête du premier ordre. C'est ce qu'on appelle la probabilité de fall reducibility. Ça veut simplement dire qu'on va pouvoir réutiliser Sparkle ou SQL pour une fois qu'on a reformulé la requête. Donc cette propriété est une propriété particulièrement bien adaptée parce qu'on va pouvoir déconnecter pour le calcul des réponses ou pour la vérification de cohérence, on va pouvoir faire deux étapes complètement séparées. La première qui va uniquement prendre en entrée la requête et l'ontologie, qui va être complètement indépendante des données, et qui va juste reformuler la requête initiale en un ensemble fini de requêtes du premier ordre qui ensuite seront évaluées. Et donc dans cette étape d'évaluation, d'une part, on oublie l'ontologie, on ne la considère plus, et d'autre part, on peut utiliser un langage de requête standard sans le modifier, Sparkle ou SQL. Et ça permet, le principal avantage, c'est de réutiliser des choses existantes, et ces choses existantes, en particulier SQL, ayant bénéficié de dizaines et de dizaines d'années de travaux sur l'optimisation de requêtes. Et donc, on obtient de fait tous ces résultats-là qui ont fait le succès des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Alors, j'illustre là, mais sans rentrer dans les détails, mais c'est précisément en faisant comme ça, en rajoutant au-dessus de l'évaluation standard de Sparkle, si maintenant je reviens à mon premier exemple où je voudrais récupérer la réponse Albert-Einstein, eh bien je vais l'obtenir sans changer du tout cette étape-là. Cette étape-là, je vais utiliser un moteur de requête Sparkle sans le modifier, sans changer l'algorithme, sans changer le programme. Je vais juste rajouter au-dessus cette étape de reformulation de requête qui prend la requête initiale, qui prend les contraintes que j'ai sur mon domaine, en particulier les contraintes que j'ai ici écrites sous forme de règles, qui permettent d'inférer, par exemple, comment une personne peut être née dans un endroit en connaissant son lieu de naissance et les localisations de ce lieu de naissance. Et donc, je vais avoir un certain nombre de reformulations, dont celle-ci, qui va remplacer cette partie-là de la requête par celle-là, puis cette partie-là de la requête par ces trois patterns dans la requête, et c'est cette reformulation-là qui me permettra ensuite, par utilisation de Sparkle standard, de récupérer Albert Einstein. Alors bien évidemment, je montre ici celle qui marche,
mais d'autres sont possibles aussi, vont permettre d'ailleurs de récupérer d'autres résultats également, hein, qui répondent à ma requête, mais il y a aussi, hein, il faut voir ici, qu'il y a le nombre de reformulations de requêtes, c'est là où ça peut poser problème, et polynomial en fonction de la taille de l'ontologie, donc ça c'est bien, mais peut être exponentiel en fonction de la taille de la requête. Alors ça c'est moins bien, mais on a déjà ce problème dans les bases de données traditionnelles, donc c'est pas pire. Donc juste un transparent pour illustrer le pouvoir d'expression de DLLite sur un exemple. Donc dans une ontologie DLLite, elle est constituée d'un ensemble d'axiomes d'inclusion positive que j'ai écrit, dont j'ai illustré un certain nombre d'entre eux en bleu, avec toujours pour Serge la traduction en logique, enfin pour les autres aussi. Hein. Donc je vais pouvoir exprimer par exemple que des propriétés obligatoires pour la classe des professeurs, c'est d'enseigner dans au moins un cours. Des propriétés de typage sur les arguments de relations binaires comme teachers. Le second argument est nécessairement un cours, le premier est nécessairement un enseignant. Et je peux aussi exprimer des inclusions entre relations, comme par exemple, si j'ai quelqu'un qui est responsable d'un cours, eh bien, cette personne doit enseigner dans ce cours, ce qui ici donc, se traduit par un axiome d'inclusion entre ces deux relations binaires. Je peux exprimer des contraintes négatives, contraintes d'intégrité, donc des contraintes de fonctionnalité sur certaines relations. Par exemple, qu'un cours ne peut avoir qu'un seul responsable. Je peux l'exprimer comme ça en DLLite ou sa traduction en logique classique. Et des inclusions négatives, comme par exemple, pour exprimer qu'un lecturer ne peut pas être un responsable. Alors l'intérêt de tous les travaux qui ont été faits par des collègues de l'Université de Rome autour de DLLite, c'est que ça dessine une frontière très très précise sur cette propriété, cette bonne propriété de Fold Reducibility. En particulier, on montre que DLLite, pour avoir cette propriété, il faut ajouter il faut interdire une interaction entre deux types de contraintes. Il faut interdire qu'une même relation soit impliquée dans une contrainte d'inclusion et dans une contrainte de fonctionnalité, parce que si on a ça, on montre par un argument de complexité que cette propriété n'est plus satisfaite. Donc, en interdisant cette contrainte, on obtient le fragment qui s'appelle DLLite A, qui lui a cette propriété. Si on l'interdit, si on ne l'interdit pas, eh bien, on n'a plus cette propriété. Et en particulier, on n'a plus cette propriété, ce qui signifie que la reformulation de requête peut nécessiter l'appel à la récursion et donc peut nécessiter l'utilisation d'un langage plus puissant que la logique première ordre, comme Datalog par exemple. Alors, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'était dans un contexte centralisé, hein, toute une algorithmique. Je ne suis pas du tout rentrée dans les détails de l'algorithmique, mais l'algorithmique que j'ai suggérée, c'était dans un cadre centralisé. C'est comme si on avait toutes les formules et tous les faits centralisés et puis qu'on appliquait, qu'on mettait en œuvre une algorithmique pour faire du raisonnement, des inférences là-dessus. Mais en fait, dans la vraie vie, le web est distribué, il est même décentralisé, au sens chacun a ses propres données, ses propres connaissances. Et on ne veut pas que le raisonnement soit centralisé. Et du coup, il faut déployer une algorithmique décentralisée pour pouvoir mettre en œuvre l'interrogation des données du web distribué, du web sémantique distribué. Donc, c'est un travail récent que j'ai fait avec des co-auteurs, des collègues du LRI à Orsay, où on a mis en place une algorithmique décentralisée pour raisonner de façon complètement distribuée sur des ontologies locales en DLLite qui peuvent être connectées par des mappings, parce que je peux développer ma propre ontologie, vous pouvez développer votre propre ontologie, on peut quand même se parler en établissant des mappings entre nos ontologies, et ces mappings étant dans notre travail déclarés aussi à l'aide d'axiomes de DLLite. Voilà, j'en arrive à ma conclusion.
Donc le message que j'espère avoir fait passer, c'est que certes, on a besoin de raisonnement, et parfois de raisonnement assez complexe, pour mettre en œuvre le web sémantique, le web des connaissances, pouvoir répondre à des questions posées au web des connaissances, mais pour arriver au passage à l'échelle de ce qu'on a envie de faire sur le web, de passer à l'échelle du web, eh bien, on n'a pas le choix, pour des raisons de complexité, on n'a pas le choix que de se limiter à des ontologies qu'on appelle lightweight, des ontologies simples, qui se situent, en termes de pouvoir d'expression, entre RDFS, qui n'est pas, comme je l'ai montré, assez expressif pour exprimer ne serait-ce que des contraintes de classe disjointe, mais on doit se situer, on doit restreindre le langage All, et la bonne voie, c'est d'étendre RDFS avec des contraintes qui soient expressives dans une logique pour laquelle on a cette propriété que tout ce qui concerne la gestion des données, l'interrogation et la vérification de cohérence soit réductible à de la reformulation des requêtes Sparkle ou SQL. DLLiteA est un exemple d'une telle logique, mais ça n'est pas le seul. Serge a mentionné les travaux faits autour de Datalog + à Oxford dans l'équipe de George Gottlob. C'est pareil, donc ce sont Datalog +, c'est aussi une famille de langages logiques qui étendent Datalog, qui ont cette propriété, mais qui l'étendent d'une manière à conserver cette bonne propriété, et qui, en fait, certains fragments englobent le fragment DLLite pour compléter la réponse qu'a faite Serge tout à l'heure. Donc voilà, juste quelques références pour mentionner que en fait, ce séminaire est fondé sur 2 chapitres de cet ouvrage dont a parlé Serge. Et ici, je donne aussi certains pointeurs vers des travaux en lien avec le web sémantique sur d'autres aspects que je n'ai pas le temps de détailler ici. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis prête à répondre aux questions.